Vous êtes dans les mots de l'écriture par Vicky Saint-Ange. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne. Jeanne, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Écoute, je suis vraiment super contente de t'avoir à ce micro. On s'est déjà eu dans le cadre d'une table ronde il y a quelques jours, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de toi et de ton rapport à la littérature, de ta vision, bref, de plein de choses. Mais avant de commencer, est-ce que tu accepterais de te présenter? Parce que je suis certaine, si moi je te connais, tout le monde ne te connaît pas encore. Oui, bien sûr. Je sais pas trop par où commencer, mais je vais dire que à la base, j'étais plutôt du côté de l'écriture. En tout cas, ça fait, depuis assez longtemps que j'écris comme, pas mal de monde. J'ai commencé quand j'étais petite, j'ai continué adolescente et une fois adulte, j'ai décidé à un moment donné de prendre l'écriture un peu plus au sérieux et d'essayer de voir qu'est-ce que je pouvais en faire. J'ai commencé à m'intéresser comme ça à l'édition. Mais ce faisant, j'ai aussi remarqué quelque chose qui m'a surpris à l'époque. On était dans la fin des années 2000. C'est que les éditeurs francophones ne publiaient pas de romances. Enfin, certains en publiaient, mais c'était des traductions de l'anglais. Ils ne publiaient pas d'auteurs, d'autrices qui écrivaient de la romance en français. Alors que moi, bon, je m'étais un peu intéressée à la question et je m'étais dit, ah, peut-être je pourrais écrire de la romance, justement. Et là, j'ai vu que bon, bah, les éditeurs n'étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc, c'est ce qui m'a amené quelques années plus tard, quand j'ai vu que le livre numérique se démocratisait avec, bon, notamment Amazon Kindle, la boutique Kindle, etc., et que l'auto-édition se démocratisait aussi, je me suis dit, ben, en fait, je pourrais lancer une maison d'édition numérique, puisque bon, j'avais pas vraiment le capital, on va dire, pour lancer une maison d'édition vraiment traditionnelle, mais je m'étais dit, ça valait le coup de lancer un projet où je pourrais donner l'opportunité justement à d'autres autoristes qui voudraient écrire de la romance en français d'être édités. Et c'est comme ça que j'ai fondé les éditions Lasca en 2012 et que je suis devenue éditrice de façon un peu autodidacte. Alors on peut dire que j'avais des petites expériences mais qui n'étaient pas vraiment professionnelles dans le milieu avant. Par exemple, j'avais participé à un journal étudiant, enfin même je l'avais un petit peu organisé du début puisqu'il n'existait pas avant que je me mette dans l'équipe. J'avais aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais mon propre petit journal que je m'amusais à mettre en page, à imprimer, etc. Bon, alors évidemment, c'était pas pareil. J'ai dû apprendre beaucoup en plus de toute façon. Cela dit, l'avantage, c'est aussi que le numérique, c'était nouveau à l'époque et tout le monde était un petit peu dans cette démarche d'apprentissage. Donc, je me sentais pas non plus trop décalée. C'est pas comme si j'avais débarqué dans une industrie vraiment qui avait ses traditions, que moi je savais rien et que je m'imposais. J'avais l'impression quand même que c'était nouveau, que tout le monde testait des choses. Et il y avait aussi quand même beaucoup d'informations aussi qui se diffusaient avec justement via l'auto-édition notamment qui allait d'auteurice à autre auteurice qui se disaient ben moi j'ai fait comme ci, comme ça, voilà comment créer un livre numérique, etc. Et donc j'ai pu profiter de toutes ces informations et livres et formations, etc. pour me former moi-même. Euh, et c'est comme ça que je suis tombée donc dans l'édition et qu'en fait je suis devenue éditrice avant d'être ben, notamment autrice publiée parce que j'écrivais à côté, mais on va dire un de mes grands défis, et c'est toujours le cas, même si bon, avec la pratique on s'améliore un peu, mais finir un roman, ça me prend vraiment longtemps, c'est vraiment difficile. Alors j'ai fini mon premier roman, je pense, en 2016. Ensuite, j'en ai fini un autre en 2017 que j'ai finalement publié. C'était mon premier roman publié que j'ai auto-édité, donc 18. Et donc, désormais, je suis en parallèle, je me considère comme écrivaine auto-éditée et éditrice, même si donc maintenant, je n'ai plus de maison d'édition. Mais j'ai décidé de proposer des services d'édition, de correction, de révision, etc.
en freelance, de façon autonome, à des autoristes. Donc, pas mal d'auto-édité, je dois le dire, mais éventuellement aussi des personnes qui en sont encore à travailler leur manuscrit, par exemple, parce qu'il a été rejeté par des maisons d'édition, ce genre de choses. Et est-ce qu'on peut le faire en préventif, entre guillemets? Je Pardon, suis en en train... préventif? Oui, je suis en train de travailler mon manuscrit en vue de l'envoyer à des maisons d'édition. Ah oui, voilà, ouais, exact. Oui, avant d'avoir été rejetée, oui. C'était un peu, bon, c'était d'ailleurs un peu une généralisation, parce qu'effectivement, oui, tout à fait, ça m'est arrivé. J'ai travaillé sur des manuscrits. Par exemple, l'autrice, elle m'a dit, enfin, je sais qu'il a besoin de retravail, je l'ai même pas encore envoyé, quoi, mais j'arrive pas à le faire toute seule, quoi, en gros, par exemple. Donc oui, ça peut. C'est pas forcément après avoir été rejetée, hein. C'est vrai que j'ai dit ça, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Moi, c'est vrai que je t'ai connue quand tu as ouvert les éditions Lasca, parce qu'il se trouve que j'ai une copine qui a été éditée chez toi, qui a édité une Mm. nouvelle qui depuis est devenue un roman en plusieurs tomes. Mhm. Et c'est vrai que à l'époque, il y avait un effet waouh, mais vraiment. Puis en plus, tu avais édité du MM, quoi. À l'époque, en 2012. Alors là, tu vois, les jeunes générations vont se dire de quoi elles parlent. Mais à l'époque, en 2012, c'était hyper compliqué. Il y avait quasiment aucune édition MM. Et j'irais même plus loin. C'était même limite, comment dire? C'était même, enfin, c'était absolument exceptionnel, quoi. Et tout passait avec l'autodécision de l'époque, qui ne s'appelait pas comme ça, majoritairement. Et c'est vrai que c'était, il y avait un petit effet waouh, quoi. Oui, mais en même temps, c'est ça, ça s'inscrit aussi dans le fait qu'à l'époque, et ça aussi, ça semble surprenant aujourd'hui parce que ça a beaucoup changé, mais la romance elle-même était, comme j'ai dit, était pas vraiment éditée. Enfin, elle était éditée de fait, mais voilà, c'était toujours que des traductions, c'était des collections vraiment un peu particulières qu'on retrouvait pas toujours chez les libraires. C'était plutôt des choses qu'on allait trouver peut-être en grande surface, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Euh, et donc, moi, je sais que je me suis intéressée à la romance à travers la romance anglophone. Bon, en plus, il faut savoir que justement, moi, je lisais déjà en anglais à l'époque, et quand j'ai vu que en français, de toute façon, c'était des traductions, ben, je me suis dit, ben, je vais lire tout ça directement en anglais. Et il se trouve qu'à l'époque, quand même, en anglais, ben, on publiait déjà de la romance MM, notamment, bon, même queer en général, mais bon, on est d'accord, c'est sûr qu'à l'époque, c'était quand même euh, c'était beaucoup du MM quand c'était pas ben, hétérosexuel en gros. Et je me rappelle d'ailleurs parce qu'à l'époque j'en avais pas forcément lu, mais je me souviens m'être dit moi-même bon déjà il y a pas de raison que je ne l'autorise pas. Mais en même temps je me suis dit mais j'en ai jamais lu, il faut que je me rattrape. J'ai fait exprès de lire quelques romances MM en anglais. Ok, je maîtrise la question, j'en ai lu. Bon, d'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose de toute façon de vraiment si différent en soi, mais je me rappelle que j'ai eu cette petite crise de légitimité en me disant, mais si j'en accepte, faut quand même que j'en ai au moins déjà lu, quoi, parce que sinon c'était un peu bizarre aussi. Ouais, c'est. Et j'avoue que je trouve ça sympa. Tu disais que tu étais autrice et aussi en parallèle. Et moi, je me posais une première question. Attends, tu connais un peu mon genre de prédilection, un petit peu. On est au Pride Month, donc forcément, il faut que je te pose la question. Mhm. Qu'est-ce qui te ferait écrire des récits LGBTQIA+, toi? Oui, d'ailleurs, de toute façon, je pense que je t'avais déjà un peu répondu. Enfin, on peut considérer que j'en ai déjà un peu écrit ou que j'en ai un cours. Bon, faut dire aussi que j'ai plein de projets, mais qui sont pas forcément écrits en entier et qui sont donc pas du tout encore publiés. Mais en fait, quelque chose qui est complètement à part dans mes écrits, c'est juste pas quelque chose que j'ai encore vraiment beaucoup creusé. Mais je sais que moi-même, bon, je pense aussi comme beaucoup de monde, quand j'étais plus jeune, j'ai écrit une histoire où il n'y avait pas forcément
personnages qui étaient pardon, LG, je vais avoir du mal, LGBTQIA+. Mais en même temps, quand j'ai grandi et que j'ai un petit peu pris conscience de ce biais, justement, je me suis aussi rendu compte quand même paradoxalement qu'en fait, j'avais des personnages dans mes histoires, des fois que, soi-disant, ils étaient hétéros, mais finalement, bon, quand tu pensais à ce que j'avais pensé pour eux, ça faisait pas toujours super hétéro et qu'il n'y avait pas vraiment de raison qu'ils le soient, et qu'en fait, c'était même peut-être pas très cohérent. Mais complètement. Que juste, j'avais... Hein? J'en ai des dizaines, des comme ça, officiellement, ils sont hétéros. Néanmoins, c'est pas très flagrant. Ouais, c'est ça, c'est comme, oh, il y a un gars, mais il aime bien se travestir en femme, mais mais il est hétéro, quoi. Enfin, oui, je dis pas que c'est impossible, mais bon, d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi, en fait? Et il n'y avait pas vraiment de raison. Bon, il y a plutôt une raison pour ne pas le rendre strictement hétéro, en tout cas. Bon, mais sinon, je sais aussi que par exemple, quand j'ai commencé à écrire un peu en ligne, donc j'ai pas eu une très longue période où j'ai fait ça, mais j'ai eu une petite période en gros entre, je dirais 2009-2011 où je publiais des petits trucs en ligne. Et là, bon voilà, on rencontre des gens et on se met à lire des trucs et tout ça. Et je me rappelle aussi que j'avais trouvé un peu par hasard, bon, une fille, enfin, je sais pas, elle était assez jeune à l'époque, pour ça que je dis une fille, mais bon, une jeune femme, si on veut. Je sais même pas si elle avait peut-être 18 ans ou tout juste. Et elle était vietnamienne, elle vivait même au Vietnam à l'époque, et elle écrivait de la romance FF. Enfin, des histoires d'amour entre femmes, et sa série préférée, c'était The L Word et tout ça. Et je me rappelle que rien que lire ces trucs et la rencontrer, et ça m'avait fait penser, ah ben oui, en fait, on pourrait écrire des histoires d'amour entre femmes, pourquoi pas? Et bien sûr, mon cerveau était parti dans diverses idées que j'avais eues à l'époque, mais c'est juste des choses que j'ai jamais creusées par la suite, parce que de toute façon, voilà, j'ai eu des centaines d'idées dans ma vie, et la plupart n'ont simplement jamais été écrites ou jamais été finies en tout cas. Donc en fait, j'ai eu des projets comme ça, et bon, même, j'ai parlé aussi tout à l'heure de mes romans, mais qui est trop mauvais en fait pour être publié, que peut-être un jour je reprendrai l'idée, mais il faudrait vraiment que je le réécrive en entier. Et c'était pas une romance d'ailleurs, justement, c'était plutôt de la fantaisie. Mais c'était un groupe d'orques, tu vois, un peu comme dans les orques de Tolkien, sauf qu'ils étaient, ils étaient pas spécialement méchants, et c'était comme ils vivaient un peu dans une tyrannie où donc leur gouvernement était méchant, mais eux ils étaient comme des gens normaux un peu. Et ils s'enfuient à travers une forêt, et dedans en fait ils étaient, je sais pas, il y avait comme un pansexuel, un orc trans, il y avait divers personnages comme ça avec des orientations et des identités de genre variées. Et pourquoi pas, en fait. Mais, euh, mais même cet aspect, en fait. Donc, tu vois, dans un sens, ça n'a jamais été exclu de mes projets. Mais il se trouve que ça a fini souvent dans des projets qui n'ont pas vu le jour, n'ont pas été finis. Et je dois quand même dire, c'est pas non plus strictement un hasard. C'est aussi, bon, c'est pour un ensemble de raisons. Je pense que j'écris quand même, en gros, surtout de la romance MF depuis un peu plus longtemps, de façon un peu plus sérieuse. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être quand même ce que j'ai le plus creusé, donc c'est logique que j'ai commencé par là. Mais aussi, je dois quand même dire que justement, j'ai eu des périodes où je me suis dit, ben oui, pourquoi pas intégrer des personnages comme ça, pourquoi ne pas faire des histoires autour d'eux, etc. Mais au final, c'est pas forcément des vécus qui sont les miens. Et donc, je m'aperçois aussi, avec le temps, et je pense pas que c'est une mauvaise chose, que ça mérite d'être fait correctement, et que la première idée que j'ai eue de ma vie de dire ah bah oui je vais mettre un personnage trans, pourquoi pas, ben c'est pas forcément la meilleure représentation qu'on peut faire, et que j'ai peut-être un peu de quoi encore mûrir et affiner et travailler avant de me sentir prête à publier un texte. Bon, déjà faudrait que je les finisse, hein, mais où il y aura un personnage de ce type. Donc voilà. D'accord, d'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut juste que je sois patiente.
Ouais, il y a ça aussi. Mais d'ailleurs, justement, bon, là, par exemple, le roman que je suis en train d'écrire là, le héros, il est bisexuel, par exemple. Mais bon, tu vois, il n'est pas encore paru, donc je peux pas encore dire oui, je suis l'autrice d'un roman ou bon. Si, Euh, même quand ils sont pas parus, ils sont écrits, donc par définition, t'es ben, autrice. T'es pas autrice publiée, mais t'es autrice en fait, de tes non, non, romans. oui, c'est ça. En fait, je suis autrice. Enfin, non, mais ça, d'ailleurs, j'ai pas trop de problème à le dire, mais je veux dire, je peux pas forcément dire je suis l'autrice d'un roman où le héros est bisexuel, parce que ce roman n'est pas, bon, déjà, il n'est même pas fini, mais n'est pas accessible à quiconque, quoi. Donc, bon, je pourrais le dire, mais c'est pas encore tout à fait réel, c'est virtuel un peu pour l'instant. Mm. Euh, Ouais, tant mais que tu la voilà, tiens pas encore entre les mains, c'est pas tout à fait pareil. ouais. Donc, c'est ça. Puis, j'ai d'autres projets aussi. Par exemple, ce que je travaillais, j'ai une novella sur laquelle je travaillais avant où j'ai décidé d'assumer. Au départ, c'était pas vraiment prévu, mais au fur et à mesure que je l'ai écrit, je me suis dit oui. En fait, je crois que l'héroïne, elle est demisexuelle et j'ai décidé de le réécrire pour que ça soit à la fois plus clair et plus fidèle parce que justement à un moment donné enfin j'ai l'impression que ça m'est venu en cours d'écriture que oh elle a l'air d'être demisexuelle mais je l'avais pas écrite tellement de façon intentionnelle comme ça au départ et donc je pense que là aussi je suis un peu comme j'ai décrit tout à l'heure dans une démarche où je me dis bah écoute quand même il y en a pas tant de représentations comme ça dans les romances en français donc autant que ce soit bien fait quand même et que ça aille un peu plus que hop j'ajoute une étiquette parce que ça colle à peu près, bon. Mais bon, mais c'est ça, je travaillais sur ça avant, mais j'ai pas réussi à le finir. Donc ça, j'espère que ça va aussi paraître un jour, mais c'est pas encore fait. De toute façon, je pense que ça ne peut être qu'à être à ton honneur de vouloir représenter correctement les identités, puis d'une manière générale les minorités. Euh, Mm. c'est, euh, c'est, franchement, si quelqu'un te jette des pierres pour vouloir représenter honnêtement et sans préjuger une identité, il va falloir que j'ai une discussion avec la personne. C'est donc c'est quand même plutôt chouette, hein. Il y a une chose que tu nous as pas dit dans ta présentation, c'est de quel côté tu te trouves de l'océan. Ah oui, Parce c'est qu'il vrai. Et d'ailleurs, je me suis aussi rendu compte que pendant la table ronde aussi, bon, c'est pas vraiment venu, enfin, le sujet n'est pas venu sur la table, mais je l'ai pas mentionné non plus. Mais c'est vrai que je vis au Québec. Et bon, en fait, c'est un peu compliqué parce que ça, c'est aussi une question d'identité complexe. D'un côté, j'ai envie de revendiquer le fait que je suis québécoise. D'un autre côté, je sais qu'à mon accent, tous les gens d'ici sont comme «Ah, tu es française», ce qui est vrai aussi d'ailleurs. Mais en même temps, c'est ça, je me considère pas en tout cas non plus comme une expatriée ou même vraiment immigrée. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas parce que je suis née au Québec en fait. Je suis née à Montréal et j'avais la citoyenneté canadienne à ma naissance. Donc en fait, le paradoxe, c'est qu'au contraire, je suis venue en France à un certain âge. Il a fallu à ce moment-là, cela dit, bon, il a fallu prouver ma citoyenneté française, et en fait, je l'avais aussi à travers mon père, qui lui aussi est né à Montréal, mais lui aussi avait la citoyenneté française, car ses parents étaient français. Mais donc, c'était quand même assez compliqué parce qu'il a fallu, je me rappelle, trouver des papiers qui remontaient à genre mes arrière-grands-parents pour prouver que j'avais droit d'être française. Donc, ah, euh, ouais. donc en fait, paradoxalement, c'est ça. Je sais que en fait, j'ai grandi en France quand même, d'où le fait que j'ai un accent français. Et peut-être aussi, tu sais, il y a des gens qui perdent des accents assez facilement. Je sais que paradoxalement aussi, ça pourra surprendre, mais en fait, j'ai grandi dans le sud. Mais j'ai jamais vraiment pris l'accent du Sud, et je pense que c'est à cause de mes parents qui ne l'avaient pas. Alors que je connaissais des gens qui emménageaient là où on vivait, puis au bout d'un an, ils avaient pris l'accent du Sud, quoi. Donc c'est. Mais Ouais. voilà. Moi non. Ah, mais je comprends complètement. Moi, si tu me mets un peu trop au contact de quelqu'un, je peux me retrouver à récupérer certains tics de vocabulaire, d'expression,
Et c'est vraiment très marrant. Donc, je vis pour le boulot en Île-de-France, mais moi, je suis lyonnaise. Mhm. Et dès l'instant où je parle un petit peu vite, dès l'instant où je m'emballe un petit peu, mon accent lyonnais ressort. Et tous les gens qui connaissent l'accent lyonnais ricanent parce qu'il s'entend vraiment beaucoup. Mais tu me laisses un peu trop longtemps dans certains coins où il y a un accent un peu fort. C'est pas impossible que j'en pique des petits morceaux le temps de ma présence ou des expressions. Et par exemple, j'écoute et je lis beaucoup de professionnels qui sont québécoises. Mhm. Et il y a certaines expressions que j'ai définitivement adoptées. Euh, un exemple assez connu, hein, et je pense que tu le connais. En France, on dit ton business. Au Québec, on dit ta business. Ouais. Sinon, Et ouais, on a beaucoup. Ouais. je préfère ta business, pour être honnête. C'est une affaire après tout en français. Ouais, il y a beaucoup de mots anglais effectivement qui sont féminins ici. Enfin, beaucoup. En tout cas, plus, il y en a quelques-uns. Bon, déjà, aussi, je sais pas, je pense que les gens ici disaient. Bon, je vais pas le dire, mais en tout cas. Mais sinon, ouais, on dit aussi une job et des trucs comme ça. Mais c'est vrai aussi quand même si, comme j'ai dit, je prends pas trop les accents, c'est vrai aussi quand même que si je suis au milieu d'un groupe de Québécois, en fait, je pense. Là aussi, je prends un petit peu d'accent quand même. Mais par contre, quand je parle avec des gens qui ont l'accent français, ben, je reprends mon accent français et je vais pas me mettre à parler québécois. À part, voilà, éventuellement, peut-être, j'utilise des mots, tu sais, c'est vrai que je dis magasiner et faire du magasinage parce que le shopping, c'est vraiment trop moche, mais je vais pas prendre l'accent québécois de façon spontanée avec des gens qui ne l'ont pas, quoi. Ouais, mais oui, enfin, c'est vrai. C'est, en fait, c'est ça que je trouve assez magique. C'est que le français de France est souvent vécu comme une norme. Et il est souvent, comment dire, présenté par les Français comme la norme du français. Alors que quand on se balade dans la francophonie, on se rend compte qu'il y a plein de variations, il y a plein de variations très chouettes, mais surtout plein de variations qui n'empêchent pas qu'on se comprenne. Et je trouve que c'est en fait, ça fait partie vraiment de la richesse du français. Et je trouve ça quelque part extrêmement dommage que en France, on n'aille pas piquer quelques expressions chez nos voisins ou chez nos cousins, parce que ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte. C'est les Belges, les Suisses sont nos voisins, Mhm. mais les Québécois sont nos cousins. Voilà. Alors que vous êtes aussi techniquement nos voisins grâce à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais voilà. Ouais. Je sais pas ce qui justifie cette différence, mais j'avoue que je trouve ça mignon. Et, euh, et oui, et ce qui m'amène un peu à ma question suivante, c'est on écrit et on ne s'exprime pas exactement de la même manière, même si ça reste compréhensible. Est-ce que il y a une différence entre la littérature ou l'édition entre la France et le Québec? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Euh, Ça dépend de quoi on parle, je dirais sans doute oui. Euh, mais est-ce que tu veux parler comme du milieu, enfin de tout potentiellement, j'imagine, De mais tout. Ouais, de tout. C'est ben, en fait, bon, ce qui est aussi un peu spécial, c'est que quand même, moi j'ai lancé les éditions Lasca, bon, comme j'ai expliqué, c'était à la faveur de l'essor du numérique, de la vente en ligne, du livre numérique, etc. Et j'ai fait presque tout en ligne. Ce qui, dans un sens, en fait, d'ailleurs, je pense toujours, est une chance parce que c'est aussi ce qui nous permet d'avoir accès à un marché francophone mondial. J'ai aussi donc publié surtout des risques qui étaient plutôt en Europe, mais alors que bon, voilà, moi j'étais au Québec, mais
tout ça fait qu'en fait, je considère que j'ai jamais été vraiment intégrée au milieu de l'édition québécoise parce que j'étais un peu à part, je faisais mon truc, surtout en ligne. Et je me suis même retrouvée, et ça c'était pas volontaire, mais c'est un fait, à publier beaucoup d'auteuristes qui n'étaient pas au Québec et à vendre aussi nos livres en majorité à des personnes qui n'étaient pas au Québec. Donc, je ne connais pas non plus l'édition québécoise spécialement de l'intérieur. Je la connais un peu parce que je m'y intéresse, parce que c'est quand même voilà mon milieu enfin mon domaine, on va dire. Euh, mais j'ai pas non plus l'impression, même si techniquement ben, j'avais une maison d'édition qui était québécoise, j'ai pas tout à fait l'impression d'avoir intégré le milieu ou de le connaître de l'intérieur, à part voilà donc quelques personnes avec qui j'ai pu parler ou que j'ai pu rencontrer, mais c'est pas énormément par rapport à quelqu'un qui va être publié vraiment dans une maison d'édition qui est très implantée ou qui a un emploi dans une de ces maisons d'édition. Ça n'a pas été mon cas. Donc, une chose en fait quand même qui est différente, c'est justement que l'édition québécoise est quand même assez subventionnée, ce qui se justifie tout à fait par le fait que ben, le marché québécois est tout petit et que c'est très difficile donc d'y être rentable, surtout quand on a ben, voilà, d'un côté toute l'édition anglophone bon, qui déjà existe ici, mais aussi peut être potentiellement traduite en français. Et de l'autre côté, il y a aussi toute l'édition française, notamment en français, qui peut aussi être importée ici. Donc en fait, pour survivre face à ces deux gros blocs, un petit peu, ben, l'édition québécoise doit être subventionnée. Alors, moi, bon, enfin, j'ai pas de problème avec ça sur le principe. Je pense que c'est nécessaire, effectivement, si on veut garder et favoriser ben, une édition québécoise, d'autoristes québécois, etc. Mais c'est vrai que, et là encore, bon, je pense que je l'ai ressenti en étant un petit peu dans ma position d'outsider. Le problème, entre guillemets, que ça peut créer, c'est que ça crée une sorte de cercle un peu fermé. C'est pas évident d'entrer dans le club un petit peu des maisons d'édition qui sont subventionnées, mais en même temps, tant qu'on ne partie, on est aussi fortement désavantagé, évidemment, parce qu'en face, justement, on a des maisons d'édition qui, elles, reçoivent de l'argent pour pouvoir mettre leurs livres en librairie, faire des salons du livre, et donc, en fait, obtenir une forme de visibilité et de reconnaissance. Et toi, si t'as pas tout cet argent pour pouvoir faire la même chose, ben, tu vas rester d'autant plus dans ton coin. C'est d'autant plus difficile, c'est ça, En fait, c'est comme si on essaye de... on est en compétition contre des maisons d'édition qui, elles, reçoivent des fonds, quoi. Donc c'est... Bon. Après, cela dit, justement, il n'y a pas... c'est pas une barrière absolue, c'est-à-dire que, justement, on peut aussi choisir, mais bon, ça aussi, ça pose un petit peu des questions éventuellement. On peut essayer d'avoir une stratégie qui est orientée vers l'obtention de subventions. On dit, on va essayer de respecter toutes les règles, parce qu'évidemment, bon, la particularité des subventions, c'est qu'on peut pas juste dire ah moi j'en veux, je vais en avoir. Il faut Oui. faire des demandes et être éligible, etc. Et donc on peut décider en tant que maison d'édition d'avoir une stratégie où on va rentrer dans toutes les règles, remplir tous les critères pour pouvoir faire des demandes de subventions et avec un peu de chance les obtenir et donc accéder un petit peu à ce fameux bon club que je l'ai appelé, mais c'est pas un club, mais bon disons que de l'extérieur ça ressemble à un petit justement un milieu qui est un peu plus fermé justement de ce fait qu'il y a les gens qui sont dedans et les gens qui sont dehors en fait. Donc c'est pas impossible d'entrer, je suppose, plus si facile. Et en tout cas, c'est pas uniquement lié au travail qu'on va y mettre, au succès qu'auront nos livres, etc. Ça va être rentrer dans les règles qui sont posées pour pouvoir avoir le droit. Alors bien sûr, après, je dis pas que c'est illégitime, les règles se comprennent. C'est par exemple, il faut publier des autoristes québécoises, et il faut en publier tant par an, etc. Mais c'est pas non plus si simple. Je sais que moi, par exemple, à la base, quand j'ai démarré au Québec,
j'avais pas du tout l'intention de publier surtout des autoristes d'Europe. C'est juste comme ça que ça s'est fait par rapport aux manuscrits que j'ai reçus et à ceux que j'ai trouvés dignes d'être publiés. J'ai reçu en fait très peu de manuscrits d'autoristes québécoises. Et là, je pense qu'il y a aussi un peu un effet de cercle vicieux dans un sens, c'est-à-dire que je peux comprendre aussi que moi, si je suis une autoriste au Québec et que je veux être publiée par une maison d'édition d'ici, ben, pourquoi j'irais voir une petite maison d'édition émergente qui justement ne reçoit pas de subvention et donc n'a pas grand-chose à m'offrir, alors que je pourrais essayer d'être éditée chez une maison d'édition qui reçoit de l'argent exprès pour éditer les gens comme moi et qui va pouvoir de ce fait m'offrir des places en salon, des places en librairie, etc. Donc là aussi, je trouve que du point de vue des autoristes, c'est normal aussi, il y a cette sorte de compétitif, inégal un petit peu qui joue, mais qui fait que ça peut entretenir un peu une Ouais, certaine inégalité ou bon, voilà. oui, un entre-soi, en fait, quelque part. C'est amusant quand tu le décris, ça me fait un peu penser aux subventions autour de la presse en France, qui est un grand sujet, euh, dont se plaignent régulièrement les gens de droite. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas du tout, enfin, dans la manière dont tu le présentes, ça donne l'impression d'être vraiment très différent comparé à ce qui se passe en France. En France, c'est un sujet de plainte de la droite, et ça s'arrête là globalement, en dehors de quelques experts. Alors que toi, ce que tu présentes, c'est que ça a l'air vraiment d'être une stratégie pour soutenir une visibilité au sein d'un milieu hyper compétitif. Et donc, quelque part, de soutenir les concitoyens québécois dans leur démarche culturelle. Et je trouve que c'est assez chouette. Et je pense que c'est dans la même veine où il y a le 12 août, toujours une incitation à acheter des livres québécois. Je crois que le hashtag, c'est livre bleu. Joli bleu, ouais, je crois que c'est joli Ouais, bleu. oui, c'est ça, ouais. Je Et pense que oui. j'ai toujours été très étonnée qu'on n'ait pas d'équivalent en France. Alors, joli Ouais. bleu blanc rouge, c'est très long, mais ou en Belgique ou en Suisse, hein, je suis pas sectaire. J'ai toujours été très étonnée que ça soit vraiment propre au Québec comme pratique, parce qu'en effet, c'est une très bonne idée, parce que tous les ans fleurissent des listes d'ouvrages québécois écrits par des personnes québécoises, et franchement, enfin moi ça m'est arrivé d'acheter des bouquins parce que je les ai vus sur ces listes-là et que j'ai fait oh ça a l'air trop cool. Mm. Si je me rappelle bien, en fait, c'est genre deux auteurs enfin un auteur, une autrice qui l'ont lancé. Maintenant, ça fait quand même un certain temps, peut-être au moins peut-être une dizaine d'années, je sais plus trop. Je pense que ça fait une Mais c'est dizaine. vraiment à l'initiative de deux personnes du milieu du livre, mais qui l'ont lancé comme ça et juste ça a pris quoi. On voit quand même que ça a fait écho justement parmi les amateuristes Ouais. de lecture. Moi, je pensais que Mais c'était une initiative institutionnelle. bien non, pas de ce que j'ai. Je me rappelle que j'avais fait une petite recherche justement pour savoir d'où ça venait. Bon, malheureusement, je crois que j'ai oublié le nom de l'autrice parce que je la connaissais pas. Je pense que l'auteur c'est Patrice Cazot et je connaissais déjà son nom, c'est pour ça que je l'ai retenu. Et malheureusement, l'autrice, je la replaçais moins, donc je l'ai oublié son nom. Mais je pense qu'on peut le trouver assez facilement. Et apparemment, c'est eux qui ont lancé cette initiative et qui a été reprise sur Internet en fait. Donc c'est même pas quelque chose de non plus si vieux ou si institutionnel. Mais par contre, c'est vrai quand même par rapport à ce que tu. Bon, c'est sûr qu'au Québec, il y a il y a un rapport assez différent avec la culture, notamment francophone, et le besoin de la défendre et de la protéger. Euh, mais qui, de toute façon, il y a c'est, comment dire, ça exprime un peu le paradoxe dans lequel on est, en réalité, qui est que d'un côté, il y a pas mal de gens, notamment, qui sont soit sensibilisés, politisés, ou quoi qu'on veuille l'appeler, qui pensent que c'est important, et ça se reflète effectivement quand même aussi au niveau institutionnel, en partie en tout cas. Euh,
Mais il y a aussi une réalité qui est que, tu sais, je sais pas comment dire, il y a quand même une grosse présence de culture étrangère aussi de fait au Québec. Donc Oui, c'est un peu sur un mode réaction aussi. C'est que on a l'impression que c'est vraiment nécessaire de faire cet effort-là parce que si on le fait pas, on voit à quel point ce serait facile en fait de se faire complètement invisibiliser et écraser et oublier. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un article que j'ai lu récemment d'une Québécoise qui est enseignante, je pense, et qui parlait d'élèves québécoises, surtout des filles d'ailleurs, parce que bon, on sait que la lecture, enfin, c'est surtout des femmes, et je ne sais pas d'ailleurs au niveau des jeunes si c'est encore plus. Bon, je pense qu'il y a aussi des garçons qui lisent. France, en Je France, pense au que chez les moins, jeunes en général, quand même, les gens lisent un peu plus parce qu'ils sont obligés aussi pour l'école de toute façon. Mais disons elle rapportait le fait qu'après des échanges avec des classes, elle avait eu comme retour que la littérature québécoise s'était perçue comme quétaine, qui est un mot qui apparemment n'est pas compris toujours par les Français. Donc, oui, j'allais mais je te sais pas demander de me le traduire parce que j'ai le sentiment que c'est pas positif, mais je ne saurais pas dire ce que ça veut dire. non, c'est ça. En fait, honnêtement, je pense que ça dépend un peu des contextes. Ça peut être employé dans des nuances un peu différentes, mais souvent ça veut dire un peu kitsch, un peu démodé, un peu, Ringard. tu sais, en anglais on dirait corny ou des choses comme ça. Non, c'est pas valorisant, quoi. Mais après, bon, c'est pas non plus forcément très méchant ou très mal, mais c'est sûr que, enfin, c'est un peu l'inverse de cool dans un sens. Donc, c'est ça qu'elle rapportait de ses échanges avec notamment des adolescentes, bon, en plus qui lisaient beaucoup, mais elle disait, notamment de la romantaisie, la dark romance, c'est des trucs très à la mode chez les jeunes en ce moment. Mais selon elle, voilà, qui allait pas se tourner vers des autoristes québécoises. Pourtant, j'ai dit en commentaire, oui, elles existent. Il y en a aussi au Québec, mais plutôt vers donc soit des traductions de l'anglais, soit apparemment aussi des autrices françaises, parce que le français plus international ou plus français, apparemment, ça passe mieux euh, chez, en tout cas, une partie de cette nouvelle génération. Et c'était ça qu'elle rapportait. Et moi, j'avoue que j'en ai aucune idée, car je ne suis pas au contact de ce groupe d'âge-là. Mais j'ai trouvé ça aussi assez intéressant et en même temps un peu préoccupant. En même temps, on peut se dire aussi, bon, tu sais, c'est des trucs de jeunes et ça va peut-être, et j'espère, leur passer. Je pense qu'on est quand même beaucoup aussi à avoir eu des sortes de petits préjugés comme ça. Quand on était jeune, on était comme, ah oui, la culture anglophone, c'est tellement plus cool ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est ça. Je sais que c'est aussi quelque chose qui préoccupe. Mais donc, ce qui est intéressant au Québec, c'est on a ça par rapport à la culture anglophone, mais on a aussi ça potentiellement par rapport à la culture européenne et française. Et ça, je trouve que c'est comme une couche de plus qui s'ajoute, qui est intéressante aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de manière comment dire, moins marquée parce qu'on laisse pas beaucoup d'espace à ce type de discours, mais avec tout simplement la culture des outre-mer françaises Mhm. Ouais. où on lui laisse pas beaucoup de place et où on résume ça à quelques stéréotypes. Et c'est vrai que c'est flagrant. Euh, En France, typiquement, les programmes de littérature sont décidés à Paris et reflètent un vrai bon vieux parisianisme. Mhm. Il faut pas espérer des trucs. Enfin, le jour où pour le bac, en littérature, il y aura du Léopold Sangor, qui est quand même un grand auteur francophone, hein, Mhm. et ben ce jour-là, ça sera quand même un peu la révolution, au même titre que les autres grands auteurs francophones, parce qu'au final, on étudie une langue et pas une langue d'un pays spécifique en littérature. Et c'est vrai que ben ça aide pas aussi à présenter une certaine diversité. Est-ce que tu sais si c'est aussi marqué au Québec ou pas? Ou est-ce que comme tu as fait tes études en France, t'as pas forcément de vision sur la question? Ouais, effectivement, j'ai pas forcément une vision
si clair. Mais c'est vrai que de toute façon, en plus, bon, à ce dont on a parlé, s'ajoutent aussi quand même des questions de diversité. Bon, il y a aussi la question de la littérature autochtone ici, bon, je dirais même en Amérique du Nord en général. Mais donc, il y a de la littérature autochtone qui s'écrit en anglais, il y en a qui s'écrit en français. Et on a des autoristes autochtones qui sont au Québec et qui écrivent en français. Euh, et oui, je pense qu'il y a aussi, il y a à la fois des efforts qui sont faits clairement, mais aussi des efforts qui restent à faire pour inclure là aussi plus de diversité. Parce que bon, ça de toute façon, c'est aussi toujours enfin, la difficulté un petit peu, parce que d'un côté, que c'est légitime justement de vouloir défendre bon, bah, l'héritage culturel des francophones, bon, qui sont notamment qu'au Québec, enfin, mais bon, en gros quand même en majorité au Québec, mais bon, c'est quand même, on est quand même dans assez multiculturel. Les francophones eux-mêmes étaient quand même aussi à la base des colons, donc bon, c'est assez compliqué quoi de se dire on va à la fois on veut défendre quelque chose, mais en même temps laisser la place aussi à toutes sortes de voix. Ça peut ouais, ça peut être compliqué. Mais bon, je pense qu'en même temps que c'est comme tu dis quand même, moi je pense ma position est pas mal comme ça, c'est que justement on peut défendre une langue, mais cette langue enfin, n'est pas renfermée non plus sur, je sais pas moi, un peuple en particulier ou une culture qui serait fixe ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est normal Ouais. aussi que ce soit changeant et justement je trouve que c'est plutôt bien que ça soit une langue qui puisse être réappropriée par toutes sortes de gens. Oui, et puis, mais tu sais, c'est vrai qu'en métropole, en France métropole, on ne connaît pas très bien les problématiques des peuples autochtones, mais que c'est une réalité qu'on trouve beaucoup plus dans les dom-toms, où bah, il y avait déjà des gens avant que les colons français ne débarquent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu et généralement très peu traité. Euh, et de ce que j'ai pu lire, visiblement très mal traité, ce qui, quelque part, en toute honnêteté, ne m'étonne pas trop. Donc c'est vrai que c'est une vraie question à se poser, d'une manière générale, c'est comment garder de l'espace pour tout le monde. C'est euh, c'est sûr que c'est pas simple et ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que, ben, dans la continuité de tout ce qui soulève ces questions, etc., est-ce qu'il y a des choses que tu ne voudrais plus voir, toi, dans la littérature et en particulier, soit dans la romance, soit dans l'imaginaire? Ben, ma première réaction, c'est de dire certainement, mais en même temps, j'ai pas non plus de liste précise sous les yeux là où j'aurais un peu peur d'oublier, enfin, de mentionner certaines choses et pas d'autres. Mais euh, en plus, d'un autre côté, en fait, je crois que, bon, en même temps, quand je dis, enfin, bon, oui, je suis sûre qu'il y a des choses, je me porterais pas plus mal si je ne les voyais plus jamais, mais même sans aller jusqu'à ces extrêmes, justement, il y a peut-être aussi des choses, c'est pas tant que j'aimerais ne plus jamais les voir, mais c'est souvent des choses qu'on voit beaucoup, alors que j'aimerais qu'on les voit éventuellement un peu, ou rarement. Bon, on a le droit éventuellement d'écrire ça, mais le problème, c'est pourquoi tout le monde l'écrit, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Bon, c'est sûr Ah qu'il y a oui, des l'uniformité. choses extrêmes. Bien sûr, on pourrait dire, ah, ça aurait jamais dû être publié, ça devrait jamais l'être, mais même que là, je pense qu'il y a des choses où j'aimerais surtout qu'on remette en cause en fait la place que ça peut avoir. Pourquoi c'est des choses si fréquentes alors que bon, c'est pas super en fait. Mais en même temps, oui, je sais pas, j'ai un peu du mal
aller sur le concret parce que je sais pas, j'ai peur de mettre le projecteur sur un truc en particulier qui est pas forcément le plus pertinent, peut-être. Oui, Mais non, après, c'est pas forcément, il y a pas forcément une liste exhaustive, hein, mais voilà, s'il y a un truc que tu aimerais bien faire disparaître d'un coup de baguette magique. ouais, je sais pas trop. J'ai un peu du mal, en fait, avec ces questions quand même. Tu sais, aussi même les questions, on me demande mes trucs préférés, où j'ai beaucoup de mal à me focaliser sur une chose. J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses. Bon. Donc je sais pas trop, j'avais pas trop pensé à ça a priori. Il faudrait que j'y réfléchisse, je pense. Il y a rien qui me vient en tête qui est si clairement pire que tout le reste, en fait. Donc je sais pas. Eh ben écoute, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Ça fait plus d'une décennie que tu regardes le monde de la littérature, avec entre autres un regard d'éditrice que tu as affiné avec le temps, évidemment, hein. Est-ce que, est-ce que pour toi, il y a des choses qui ont changé? Oui, quand même. D'ailleurs, je pense que je l'ai un peu évoqué avant. Euh, Bah, ne serait-ce qu'au niveau de la romance, ça a quand même beaucoup changé. On est passé de les éditeuristes ne veulent même pas en publier en français à ça prend beaucoup de place, voire trop de place, et il y en a qui trouvent c'est ça un peu trop. Par exemple aussi avec la dernière mode de la romantaisie, ça fait que la romance en fait est passée dans l'imaginaire, mais que maintenant peut-être on ne sait pas trop où placer ces livres qui sont un peu entre les deux, et si on les met en imaginaire, tout d'un coup les rayons d'imaginaire sont remplis de trucs qui en fait c'est de la romance. Enfin, bon, d'ailleurs, quand je dis en fait, je pense que justement, il n'y a pas non plus lieu de dire ce n'est pas de l'imaginaire parce que c'est de la romance, ça peut très bien être les deux, mais je peux aussi comprendre que des gens qui ne cherchent pas forcément de la romance, ils se disent, bah maintenant, tout d'un coup, la majorité des livres qu'on trouve dans les rayons où moi j'étais habituée à trouver mes lectures, ben c'est de la romance, alors que c'est pas ce que je cherche. Bon. Donc c'est vrai que c'est un peu amusant de voir ça. Bon, amusant peut-être de mon point de vue, peut-être moins du point de vue des personnes qui n'aiment pas ça et qui n'en lisent pas, mais même de mon point de vue en fait. D'ailleurs, je pense que c'est pas justement uniquement une bonne chose. C'est sûr que moi, avec mon recul et par rapport à où on était avant, je peux me féliciter d'un côté du fait que ben ça a été beaucoup déstigmatisé, que maintenant c'est beaucoup plus facile d'en publier, de l'assumer, d'en lire, etc. On a beaucoup plus de variété. Mais en même temps, enfin, je pense que ça pose aussi une question parce que j'ai quand même l'impression que bon, les éditeuristes se sont rués là-dedans parce qu'il y avait de l'argent à se faire. C'est tout. C'est clairement c'est ça et c'est pas autre chose. Et est-ce que justement tous les livres qui sont publiés, enfin, j'ai peur aussi quand même qu'il y ait un côté massification où on va juste publier plein de livres. Enfin, d'ailleurs, c'est pas juste de maintenant, ça fait un certain temps, mais j'ai l'impression que ce n'est pas en voie de s'arrêter. Et même des fois, j'ai l'impression que ça devient pire. Alors, je sais pas, je me demande si à partir d'un certain âge, on a tendance à voir les choses comme ça, et c'est peut-être un biais, mais j'ai l'impression que c'est ça, il y a de plus en plus ce côté, on court un petit peu après les modes, on publie tout ce qu'on peut, mais même si c'est exactement pareil ou très pareil, tant qu'on peut vendre le maximum. Et en fait, le problème, c'est que ça a tendance à reléguer plus à la marge des choses plus différentes. Et en fait, c'est pas forcément c'est un peu comme, je sais pas, une illusion de choix, quoi, parce que il y a beaucoup plus de, enfin, il y a de plus en plus de livres potentiellement entre lesquels on peut choisir, mais si la plupart en fait sont les mêmes, ou enfin, bon, j'exagère justement, je veux pas dire c'est les mêmes, mais sont des variations sur un thème similaire et se ressemblent, au final, c'est pas de la diversité, et au contraire, ça peut pousser dans l'ombre des choses plus confidentielles, qui ont justement un peu moins de potentiel commercial, mais qui sont pas forcément moins intéressantes pour autant, et même, on pourrait dire le contraire, sont souvent plus intéressantes que des choses qui sont plus commerciales, mais qui sont plus mises en avant parce qu'on se dit ça va être plus facile de les vendre.
Et j'avoue que, voilà, donc j'ai un peu cette ambivalence entre d'un côté l'autrice et l'éditrice de romance en moi et comme, je suis contente, j'ai l'impression d'être un peu, en anglais on dit vindicated, c'est comme, c'est ce que je voulais et c'est arrivé, mais en fait la façon dont c'est arrivé n'est pas exactement non plus la façon dont j'aimerais que les choses se passent en réalité dans l'édition. En cette, un peu dans les dérives du capitalisme, finalement, d'ailleurs, pas, qui ne sont pas nouvelles, mais j'ai pas l'impression que ça s'arrange, on va dire. C'est vraiment, on va publier juste ça ou plein de ça parce que ça a du succès, mais on perd en fait la capacité à aussi introduire des choses plus différentes au public. Et c'est ça, on va toujours faire plus de facilité en fait. C'est comme, c'est même dans ce monde d'algorithmes un peu, c'est toujours ça la logique. C'est comme, ça, c'est un peu plus facile de réussir en faisant A que B. Ok, bon, ben, on va mettre tous nos efforts dans A. Mais le problème, c'est que tout le monde fait ça, et au bout d'un moment, tout finit par se ressembler de plus en plus. Et il y a une sorte de gros mouvement de foule, comme ça, qui suit une tendance, même si une tendance peut-être n'était que 5% plus populaire que l'autre, mais comme elle est un peu plus au-dessus, ben, tout le monde s'engouffre dedans, et en fait, ça crée euh, ça crée à nouveau ces espèces de cercles vicieux et d'effets boule de neige qui ne sont pas spécialement bons pour la culture, je pense. Je pense que justement dans la culture, bon, ça rejoint d'ailleurs un peu l'idée qu'on défendait tout à l'heure à propos la nécessité peut-être de subventionner des choses un peu plus marginales qui se feraient autrement écraser par la loi du marché. Ben, je pense que ça s'applique là aussi. Et on Ouais. est toujours un peu pris en fait dans cette tenaille parce que oui, je pense que les goûts du public c'est légitime, mais je pense qu'aussi à un moment donné, le public on les formate un peu aussi en leur redonnant toujours ce qu'ils aiment le plus ou ce qui est le plus facile pour eux d'acheter, de lire, d'aimer ou je ne sais trop quoi. Bref. C'est marrant ce que tu racontes parce que ça me fait penser à quelque chose que j'ai appris par une personne québécoise qui s'appelle Alex Martel. Donc Mhm. toutes les personnes qui me connaissent plus dans ma partie accompagnement d'auteuristes savent que j'adore Alex Martel. Et il y a quelque temps, Alex a envoyé un mail. C'était suite à une présentation dans un festival où Yael racontait que pendant longtemps, au basket, il y avait plein d'endroits depuis lesquels on tirait pour faire des paniers. Mhm. Et que à un moment, les entraîneurs, les spécialistes du basket, s'étaient rendus compte qu'il y avait deux, trois endroits qui étaient particulièrement efficaces pour pouvoir mettre un panier et gagner des points. Mhm. Et maintenant, quand on regarde un match de basket, et je Mhm. vais croire cela sur parole parce que je suis pas très basket personnellement, et ben il se trouve que il n'y a plus il y a plus tous ces petits endroits pleins tout autour de la raquette où il peut y avoir des tirs au panier. Il y a en fait en Mhm. gros plus que trois endroits depuis lesquels tous les tirs au panier se font. Ce qui fait que Ok. les matchs de basket sont devenus bien plus prévisibles. Parce qu'on sait que quand un joueur va être à tel endroit, eh Ouais. ben, il va chercher à tirer un panier et que quand il sera à tel autre endroit, il ne cherchera pas à tirer pour avoir le panier. Ouais. Et je trouve que ce que tu décris en littérature, en fait, c'est juste quelque part la déclinaison littéraire, culturelle, d'un truc qui est déjà observé par les économistes, par les statisticiens en basket. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Et Je le fait que reconnais, je ouais, l'applique de l'analogie est façon bonne. québécoise, je trouve ça très marrant. C'est mais ouais, ouais. Écoute, le temps passe. Je te Oui. propose de passer à l'avant-dernière question, Ah oui. parce que j'ai trois questions encore pour toi. Ah oui. Euh, la Vas-y. première, c'est quelle est la question à laquelle tu rêves de répondre?
Oula, ah, c'est une bonne question, mais en même temps, ça Ah, aussi peut-être j'aurais du mal à le dire sans y avoir réfléchi. oui, mais c'est le principe. Donc pour les Oh là personnes qui là, ont je sais rien, pas trop là. Moi, je peux répondre à toutes les questions. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Enfin, je dirais que d'une manière générale, je rêve qu'on me demande d'expliquer mes romans. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je me dis toujours, j'y mets tellement d'idées derrière, même si ça paraît pas. Et je me demande si les gens font de l'analyse. Enfin, je crois qu'ils ne l'en font pas d'ailleurs, justement, mais. euh, C'est ça, je pense que c'est ça, parce que d'ailleurs j'ai pas eu trop d'opportunités, mais bon ça c'est lié aussi, je veux dire, je me plains pas, hein, c'est aussi parce que j'ai pas publié qu'en plus j'ai fait très peu de promotion autour, etc. Je me considère vraiment au début de ma carrière d'autrice, mais je crois que c'est quelque chose qui me fait un peu fantasmer, c'est qu'un jour on me demande d'expliquer les trucs profonds derrière mes textes et pourquoi j'ai fait tel choix, etc. Ce serait comme une consécration. d'accord, oui, en effet, ça serait chouette. Et ça éviterait beaucoup de propos extrêmement bizarres par les profs de littérature le jour où tes textes seront étudiés. Hein. Bon, Parce que non, mais en même temps, non, enfin, ça, c'est intéressant d'avoir les interprétations des autres aussi, quoi, mais. ouais, ah, c'est marrant parce que moi, je t'avouerais que l'auteur voulait dire ceci, et tu regardes le texte, tu fais pétard, l'auteur, ça devait être bon, hein, ce qu'il avait fumé pour que ça soit ça, ce qu'il voulait dire. Oui, c'est vrai qu'on C'est, ne sait pas toujours comment on peut le savoir en fait. Enfin, mais oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. c'est... Moi, j'ai eu une prof de littérature, entre autres, on va pas se mentir, hein, je sais pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de doutes des fois sur les analyses de texte et sur l'auteur voulait dire que, alors que l'auteur n'a rien dit. Oui, je pense que c'est pas trop la bonne formulation de toute façon, à la rigueur. Moi, je trouve ça intéressant d'analyser des textes, mais on n'est pas obligé de dire. Enfin, on ne sait, si on ne sait pas si c'était intentionnel ou pas, en fait, on peut. Je veux dire, ça peut aussi être une analyse en tant que lectorat, justement, que Oui, moi, audience, en fait, qui reçoit le texte. qu'est-ce que j'y vois moi, Ouais, avec exact. quoi je relis, ouais, ça, tu vois, je suis beaucoup plus cliente que l'auteur voulait dire que. C'est Ouais, voilà, un si peu, quoi, comme tu dis. c'est ça. Voilà, si les personnes qui nous écoutent ont une folle envie de partager mon traumatisme, je vous encourage à aller lire l'un des pires bouquins que j'ai jamais lus, qui s'appelle Les planches courbes de Yves Bonnefoy. C'est de la poésie. Alors, je suis pas, enfin, je suis très cliente de la poésie de Rimbaud, moins des autres, d'une manière générale. Mais alors, Bonnefoy, ça passe pas du tout. Et sachez que ma prof de littérature, qui portait le nom d'une ville allemande, euh, elle y voyait du sexe de partout. Et très franchement, moi j'y voyais surtout une serpillière sale. Mais Ah, voilà, là. je vous laisse aller lire. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour, surtout si c'est pour me dire que vous aussi vous imaginez plutôt un bout de serpillière sale au fond d'une cale. N'hésitez pas. Voilà. Écoute, tout à l'heure, quand Ouais. je me suis préparée à t'accueillir, j'ai viré le chat de là où il était. Et le chat a été outragé au dernier degré. Donc, il a estimé que il avait le droit de mettre en place une taxe, qui est la taxe chat, et que donc tu aurais à répondre à une question. Donc, je vais me Hmm. faire sa porte-voix. Donc, il nous a écouté avec beaucoup d'attention. Là, tu vois, il est installé sur son petit coussin rouge, celui qu'on voit sur les photos que je poste sur Insta. Et donc, il se pose une question. Est-ce que les chats au Québec vont vraiment dehors vu les températures polaires qu'il fait au Québec? Ben oui. Alors, je pense qu'ils y passent peut-être un peu moins de temps, mais honnêtement, je vois quand même des chats qui se promènent dans ma cour de temps en temps l'hiver.
Et je sais aussi que ma grand-mère avait un chat qui a vécu très vieux, enfin genre plus de 20 ans, je sais plus trop combien, et qui allait dehors, qui allait beaucoup dehors, y compris l'hiver, ouais. Alors, tu ne le vois pas, mais le chat s'est jeté sur un bonnet, des gants et un plaid pour essayer de se réchauffer à cette idée. Voilà. Je pense Moi, qu'il y écoute, passe moins de temps, mais en même temps, moi, j'ai pas de chat, alors tu vois, mais je peux te dire quand même que oui, je pense que enfin, je les vois moins souvent, c'est sûr que ils paraissent même parfois sur l'asphalte, ou bon, tu les vois devant les maisons, etc. Mais je pense que j'en ai vu quand même, ouais, l'hiver. C'est pas interdit, quoi. Ça dépend peut-être des chats après, tu sais. Je sais qu'il y a des chats qui sont plus d'intérieur et d'autres qui sont plus des chats d'extérieur. Donc il y a ça aussi, mais. oui. Alors, indice, moi j'ai un chat de canapé. C'est même plus de l'intérieur, c'est du canapé. Voilà. Donc, autant dire que cette idée de sortir dehors dans le froid le terrifie. Donc, voilà. Bon, et puis, toute dernière question. C'est notre question fil rouge. C'est une question que je pose à toutes les personnes qui passent par ce micro. Et donc, je rappelle à nos gentils auditeurs et auditorices que tu n'as pas les questions à l'avance. Que donc, tu vas découvrir la question fil rouge. Et la question fil rouge est: quel récit qui a été rendu public, publié, hein, aurais-tu aimé écrire et pourquoi? Oh, c'est une bonne question. Ouh là là, c'est pas facile de répondre à ça. Sur le coup, je me demande quand même. J'essaye de penser. Bizarrement, enfin, je pense quand même, ça m'est arrivé d'avoir. Tu sais, quand on lit des choses, je veux dire, il y a d'une part, on aime plus ou moins, mais aussi, des fois, on se reconnaît plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut aimer beaucoup, mais qui sont très différentes de ce qu'on écrirait soi-même. Et des fois, il y a des choses qui nous ressemblent un peu. Donc, j'essaye de penser à quelque chose comme ça parce que je sais que c'est une sensation que j'ai déjà eue, mais je suis plus tout à fait sûre de me rappeler pour quel texte ou quel roman en particulier ou quel bon autre type. Euh, Franchement, c'est pas facile, hein, les questions sans réflexion comme ça. Oui. Et encore, hein, je t'ai épargné la question du chat où il te demandait de disserter Ah, sur les différents goûts de croquettes. ah ouais, non, ça j'aurais du mal. Mais c'est vrai que c'est quand même pas facile parce que j'ai l'impression, je sais pas comment dire. Je trouve que enfin, l'idée quand même de me dire oui, j'aimerais dire que c'est moi qui l'ai écrit. J'ai l'impression de quand même voler le travail de quelqu'un d'autre et de pas aussi peut-être vraiment le comprendre, c'est-à-dire même des textes qui m'ont extrêmement touchée, je peux juste m'imaginer pourquoi l'autrice les a écrits comme ça et qu'est-ce que ça, d'où ça venait dans sa vie et c'est pas la mienne, quoi. Donc, je Oui, ou sais pas, j'ai un peu de mal ça pourrait avec être ce genre de questions, mais l'idée peut-être que je me prends trop la tête, mais oui, ou ça pourrait être voilà. simplement l'idée d'un roman que tu aurais aimé avoir avant l'autre personne, quoi. Parce que qu'est-ce que tu aurais aimé écrire ce genre d'idée? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, je sais pas, j'ai pas, faudrait que je pense à tout ce que j'ai lu ces derniers temps. Ou ça pourrait être aussi un bouquin dont le pitch, la substantifique moelle était géniale, mais que l'auteur a saboté et que et que tu penses que tu aurais Ouais, fait mieux. Voilà. je ne sais pas. Euh, Franchement, je sais pas trop. Bon, je vais répondre quand même. Je vais répondre la trilogie de. J'essaie j'essaie de me souvenir son nom pour ne pas dire de bêtises. Je pense que c'est Fonda Lee qui commence avec. Attends, c'était. Je pense en anglais c'est Green Bones, mais ils l'ont traduit autrement en français et ça commence avec.
suis même plus tout à fait sûre là. Jade City, oui, c'est ça. Le premier tome, c'est Jade City, ensuite Jade War et Jade Legacy. Mais ouais, je sais pas, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé déjà, c'est sûr, mais en plus, j'ai l'impression que ça. Il y a pas mal de thèmes et un peu un style que j'aime bien et je dirais, j'aspire à écrire aussi un peu des trucs de ce genre ou pas exactement de ce genre non plus nécessairement. En plus, bon, c'est quand même de la fantaisie. Et par exemple, pour l'instant, même si peut-être qu'un jour j'écrirai de la fantaisie qui n'est pas de la romance, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, par exemple. Donc, mais je sais pas comment dire, c'est plus une ambiance ou un style de récit, quelque chose comme ça. Un Mm. style de personnage aussi, bon, c'est ça. Non, mais je Plus, comprends. plus presque que le genre littéraire objectif, en fait. Je comprends. En français, ça a été traduit par les eaux émeraudes. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ce qui est paradoxal en plus parce que justement dans l'histoire, leur pierre qui a les propriétés magiques, c'est du jade. Donc venir amener l'émeraude, bon, enfin je pense que c'est dans un sens métaphorique parce que c'est vert émeraude, mais bon en même temps je comprends que les os verts, ben c'était juste bof là en français. Ça Pourquoi avait pas pas la les même eaux? sonorité. Hmm. Les eaux émeraudes, c'est déjà pas simple à dire, donc les eaux jade, c'est pas pire dans l'absolu. Ouais, ils auraient pu peut-être, c'est vrai, peut-être qu'ils ont justement pas voulu reprendre le mot jade parce que ça a une importance dans le texte et dans le monde qu'elle a créé et qu'il n'est pas utilisé dans l'expression green bone, mais c'est vrai que peut-être ça aurait, enfin dans un sens ça aurait été plus cohérent quoi, tandis que là nous amener l'histoire de l'émeraude, bon en plus c'est pas tout à fait le même, je sais pas dans ma tête en tout cas, mais bon en tout cas. Mais c'est pas facile la traduction cela dit, je pense que Oui, c'est mais aussi toujours pour ça que quand je peux, je ne lis pas de traduction parce que j'ai pas envie de me poser la question si s'il y a quelque chose que je trouve bizarre, est-ce que c'est la traduction? Est-ce que c'était comme ça dans l'original? Est-ce que bon, c'est la traduction, mais il n'y avait pas moyen de faire mieux? Bon, enfin, c'est compliqué. il est toujours plus simple de critiquer. Après, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai vu quelle était la maison d'édition, et c'est une maison d'édition où des fois il y a des retours sur la qualité de leur traduction en Ok, français. ouais. Donc, Oui, en plus, de toute façon, il y a toujours ce risque-là, effectivement, c'est que autant il y a franchement, il y a des livres qui sont très bien traduits, hein, justement. Moi, j'en ai déjà lu aussi où j'étais comme, ah ouais, ça passe super bien en français, bon, mais, euh, mais on ne sait jamais, disons. et puis en plus, l'éditeur d'origine, c'est Orbit Books, qui a des bouquins très très sympas. C'est dans son package d'auteurs hein, et d'autrices, donc c'est chouette, oui. Il y a par exemple Gaël Cariger Ah oui, qui a publié ok, un certain nombre d'ouvrages chez eux. ok. Donc, donc voilà. Mais il y a aussi NK Jessimin. J'ai jamais su Ah si oui. on disait Jessimin ou Jessimine. Euh, donc, Ah, je ne sais pas du tout ouais, comment prononcer, mais je vois, tu sais, le genre de nom que tu es habitué à juste voir écrit et donc tu le prononces pas vraiment dans ta tête et en fait tu sais pas comment tu devrais le prononcer. c'est ça. Et comme en plus, c'est Ouais. pas dans ta langue, des Ouais. fois, tu as un doute supplémentaire en te disant ok, comment est-ce qu'on le dirait il publie aussi Kim Stanley Robinson, ou Robinson. Je pense que c'est Robinson, mais voilà. C'est, mais oui, oui, il y a quelques petites choses comme ça où c'est compliqué. Et puis, en fait, des fois, un jour, tu découvres et tu fais, ah, mais en fait, ça se prononçait pas du tout comme je le pensais. Et, Ouais, j'ai ça avec l'anglais. Bon, moi, mon mari est anglophone. Mon fils, c'est marrant parce que quand il était plus jeune, il était francophone parce qu'il était dans une garderie en français. Puis c'était surtout moi qui m'occupais de lui. Je lui parlais tout le temps en français. Mais depuis qu'il s'est mis à YouTube, il est devenu bilingue, plus ou moins. Bon, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que des fois, il fait des fautes grammaticales que genre moi je ferais pas. Mais comme il est habitué à entendre beaucoup d'anglais, ben presque plus que moi. Même si moi j'écoute aussi pas mal de contenu en anglais, mais bon, je sais pas. Je sais que des fois il me corrige là et il se moque de moi, genre ah tu connais pas tel mot. Je suis comme ben
pas un mot très courant. Je suis habituée à le lire et non pas à l'entendre parler parce que moi, j'écoute pas des vidéos sur des jeux vidéo où ils parlent de trucs comme ça, vraiment de niche. Ouais, et puis même dans ta propre langue, dans la langue dans Oui, laquelle tu as grandi, étudié, etc. Il y a des mots, tu sais pas comment ça se prononce parce que t'as jamais été confronté à ces mots-là, exact, oui. soit parce qu'ils sont nouveaux, soit parce qu'ils sont un peu exotiques. Et Ou qu'ils ont des orthographes bizarres, parce qu'en français, quand même, c'est le cas aussi. D'ailleurs, j'ai découvert ça, je me rappelle, pendant mes études. J'ai fait des études de langue et j'avais lu un petit bout dans le livre de Ferdinand de Saussure et j'ai découvert à ma grande surprise que, en fait, c'est qu'en français, à un moment donné, ils ont rajouté plein de lettres muettes qui venaient du oui, latin et qui ne se prononçaient plus. Ben, l'effet, ça a été que les gens se sont remis à les prononcer parce que tout d'un coup, parce qu'ils les lisaient, qu'ils voyaient qu'il y avait des lettres. Mais en fait, c'était des lettres muettes, mais bon, tu sais, tu peux pas toujours deviner, justement. Tu dis, ben, il y a un L à la fin de persil, alors je vais dire persil. Tu sais, comment je pourrais deviner que c'est persil ou un truc comme ça. Et donc, bon, aujourd'hui, il y a souvent les deux prononciations, mais bon, c'est ça, je me suis rendu compte qu'on a tendance à dire de plus en plus aussi de lettres muettes. Bon, aussi, par exemple, ici au Québec, on dit, enfin, on dit pas le B dans s'obstiner, tu vois, parce que normalement, pste, c'est très difficile à dire, et le B, à mon avis, était tombé, mais comme il est écrit, en France, les gens disent obstiné. Mais ici, on oui, ne dit pas le B. ouais. Et puis c'est comme les Donc, noms de bref. villes. Tu as souvent des lettres muettes et quand tu regardes des infos à la télé, tu sais tout de suite si les journalistes ils sont du coin ou pas. Ah oui. C'est particulièrement Mm. vrai quand tu es Ardèche, enfin moi je le trouve particulièrement vrai pour l'Ardèche, le Rhône, un peu la Loire, un peu la Savoie et l'Ain. Bon, en gros les départements autour de Lyon, on va pas se mentir. Où des fois les journalistes prononcent toutes les lettres et là ils parlent de quoi? Ah oui, de telle ville où on ne prononce pas la moitié Mm. des lettres. Ouais. Et je trouve que c'est, et on conclura peut-être là-dessus, je trouve que c'est la manière de prononcer ces mots, c'est vraiment, quelque part le sens premier du shibboleth. Je pense que tu connais, mais c'est peut-être pas le cas de toutes les personnes qui nous écoutent. D'un point de vue historique, le shibboleth, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les écrits religieux où c'est ce fait de savoir en fonction de la manière dont on prononçait shibboleth, on appartenait ou non à un groupe social. Et ça a permis, Mm. dans le cadre historique, hein, si je dis pas de bêtises, c'est un extrait dans la Bible, de pouvoir identifier qui faisait partie de quel Mm. groupe. Et le terme shibboleth est resté. Et comme ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, on faisait prononcer des mots un peu compliqués en allemand ou en français aux gens qu'on soupçonnait d'être des espions de l'autre bord pour voir de quel Mhm. côté ils étaient et Mm. potentiellement de les faire passer par la baïonnette, hein, certains. Mhm. Et aujourd'hui, le shibboleth, c'est un outil pour pouvoir se connecter à des bases de données dans la communauté scientifique et la communauté universitaire. C'est un outil extrêmement courant. Alors, Shibboleth, c'est plutôt la version anglophone. En France, nous, on a un truc qui s'appelle Open Athens, plutôt. Mais je trouve que c'est savoir bien prononcer les mots de la bonne manière, surtout si c'est des mots un peu exotiques, pas courants. Je trouve que c'est un vrai Shibboleth de statut social. Oui, C'est- Voilà. ouais, ouais, tout à fait. Et en même temps, bon, statut social, oui, enfin, je pense que c'est vrai. Mais justement, c'est, je, je, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi, tu sais, ça peut être justement, comme on discutait tantôt, un lieu géographique et qui fait qu'il y a plusieurs prononciations possibles, qui Oui. noter ton statut social, mais aussi, enfin, pas tout simplement une différence de culture ou qui peut être liée à d'autres choses aussi, quoi. Oui, oui, Mm. je dis statut social, mais c'est aussi ta classe de sociale, éventuellement ton groupe de genré, la sociabilité dans laquelle tu as grandi.
C'est oui. Comme quoi les mots qu'on utilise ont un vrai impact aussi sur, à qui on peut s'adresser ou non, tout en étant accepté, par le groupe. Voilà. Mmh. Écoute, je te remercie infiniment pour, cette, heure, bien tassée que tu Oui, as merci partagée à avec toi. nous. Ça a vraiment été un plaisir d'échanger avec toi, de t'écouter nous parler de ton parcours et puis de ce monde des cousins, comme je disais, plus tôt, qu'on connaît pas très bien et sur lequel je crois qu'on a beaucoup de préjugés parce que, quand on connaît mal, souvent on a des préjugés, on a des clichés en tête et puis donc je te remercie beaucoup, beaucoup pour tout le temps que tu nous as consacré. Merci à toi pour tout ce que tu fais déjà pour ce festival et de m'avoir invitée. Ce fut un plaisir. Pour vous, chers auditorices, on va se retrouver d'ici quelques temps avec une autre personne sur un autre sujet. Néanmoins, j'espère que vous avez quand même autant apprécié que moi cet échange avec Jeanne et que, vous allez vous orienter un petit peu vers des ouvrages québécois que, comme moi, vous allez peut-être vous dire, hey, j'aimerais bien voir un petit peu quelles sont ces publications francophones autochtones. Parce que oui, il va falloir que je jette un coup d'œil là-dessus. Et puis tout simplement que le 12 août prochain, peut-être que vous achèterez Bleu, vous aussi, vous lirez Bleu. Et pour cela, vous avez entre autres ce que Jeanne a publié. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous remercie encore et j'espère vous retrouver pendant notre prochain podcast. À bientôt! C'était les mots de l'écriture. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note, un petit commentaire ou à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Tu m'y retrouveras sous le nom de Vicky Saint-Ange. Et puis si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à leur partager le lien. À très vite.